Bonjour, dans l'art politique, nous revenons avec nos invités sur les municipales 2020. Alors une fois n'est pas coutume, nous ne restons pas à Mayotte, nous partons tout de suite à Paris, direction le Sénat, où le sénateur Tani nous attend et nous allons revenir avec lui sur les résultats de sa famille politique, La République En Marche, aux dernières élections municipales. Tout de suite, c'est son air politique. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour Madame Mouingo. Merci de nous accueillir ici au Sénat à Paris. On est très heureux de venir vous visiter jusque l'endroit où vous exercez votre mandat confié par les électeurs mahorais. Et on voudrait profiter de l'occasion pour parler avec vous des élections municipales qui se sont déroulées il y a quelques mois à Mayotte et envisager avec vous de faire un bilan sur les résultats obtenus par La République En Marche à l'occasion de ces municipales. Qu'en pensez-vous en fait ? D'abord, bienvenue au Sénat. Caribou, c'est aussi le Sénat des Mahorais et je suis content de vous voir ici. Les municipales, nous savons les résultats qui ont eu lieu. La République En Marche n'a pas fait un bon score. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Maintenant, sans avoir été étiqueté La République En Marche, il y a des listes, il y a des maires qui ont été élus et que j'ai eu l'occasion de soutenir. Les résultats de la République En Marche, il faudra les analyser avec la gouvernance du mouvement. Et en tout cas, toujours est-il que ces résultats ne doivent pas empêcher de travailler, puisque nous sommes là pour les Mahorais, pas pour nous personnellement, pour les Mahorais. Et vous avez vu que ce travail, de mon côté, je l'ai commencé, et aussi avec des maires qui ne sont pas de ma couleur politique, puisque j'ai eu l'honneur d'accueillir à la délégation de Mayotte, où le maire de Mamoudzou a eu l'honneur d'organiser cette rencontre où nous avons fait une réunion de travail. À Mayotte aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec les maires nouvellement élus. Ici, vous avez vu, j'ai contribué à présenter les élus de l'Académa au sein de ministères. Donc voilà, passer la déception du mouvement politique, de l'appartenance politique, il faut sans désemparer se mettre au travail et c'est ce que j'ai entrepris. Mais c'était quand même un petit peu cruel pour certains candidats qui n'avaient pas démérité dans l'exercice de leur mandat. Je pense à Roukia Lahadji, à Chirongui, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'elle a payé son étiquette politique ? Alors c'est vraiment dommage pour Roukia Lahadji, pour Aruna Kolo, pour le maire d'Aqua qui n'était pas étiqueté En Marche. Ce sont des maires qui ont vraiment tout donné, qui ont développé leur commune, qui ont fait avancer les choses. Et ça serait presque choquant de s'arrêter sur ça parce que ce sont des opinions personnelles. Il faut respecter la démocratie. La population s'est prononcée et c'est ça le plus important. En démocratie, la population ne peut pas se tromper. Et donc moi, c'est ce que je retiens. Ces amis qui ont été battus ont eu leur moment de chagrin, mais la vie politique continue. Mais alors, est-ce que vous pensez justement que s'ils n'ont pas démérité et qu'ils ont été battus, c'est que la politique ne leur a pas été bien expliquée, ou peut-être que la gestion de la crise sanitaire n'a pas été suffisamment bien présentée aux habitants ? Il y a plusieurs raisons qui expliquent que quelqu'un comme l'ancienne maire de Chirongui n'a pas pu l'emporter. D'abord, une coalition extraordinaire de tous contre elle et pas forcément sur la base d'un projet. Ces élections ont vu
les 2 tours s'espaçaient de plusieurs mois. Oui. Et nous savons que... Avec une crise sanitaire majeure. Exactement, avec une crise sanitaire majeure que les maires ont tenté de gérer comme ils l'ont pu, avec des problématiques comme l'insécurité qui ont jailli entre les 2 tours. Donc les explications sont nombreuses. L'étiquette politique, je ne suis pas persuadé que ça soit la cause principale, peut-être l'une des causes, mais à mon avis, ce n'est pas la cause principale. Parce que Harouna Kolo à Msamboro, c'est aussi une mésentente du MDM, puisque Ali Mohamed et Harouna Kolo, à la base, sont MDM tous les deux, et c'est parce qu'ils ne s'entendaient pas, en réalité, que Harouna Kolo a perdu. Finalement, après avoir parlé des perdants, parlons des gagnants. Oui. Parce que le grand gagnant, c'est la coalition. Oui. C'est la coalition parce que lorsque vous regardez les partis, y compris les partis traditionnels, les LR par exemple ou le MDM, les LR, à part 2 communes qu'ils ont gagnées en conservant la liste entièrement, c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est des coalitions. Des coalitions parfois que d'aucuns pourraient qualifier de contre-nature, puisque, qui sont à respecter. Donc c'est ça, la coalition est la grande victorieuse de ces élections. Mais quand on fait une coalition pour gagner et qu'on n'a pas forcément le même ADN avant, est-ce qu'on arrive à gérer derrière ? Le temps nous le dira. Mais si ce ne sont pas des coalitions de conviction, mais juste pour gagner, les difficultés se font sentir aussitôt. Et nous allons bien voir avec le temps. Et le premier test, vous savez lequel sera ? Eh bien, ça les cantonales. Eh oui. Oui, on va voir si ces coalitions résistent, survivent aux cantonales. La République En Marche, vous nous l'avez souvent dit et souvent expliqué, c'est une famille politique neuve, récente à Mayotte. Est-ce que vous pensez que ce scrutin a permis, même si certains ont perdu, est-ce que vous pensez que ça a permis de contribuer à enraciner le parti dans le paysage politique mahorais et le paysage militant mahorais ? Tout scrutin est une leçon, en tout cas doit servir de leçon. Y compris pour la République En Marche, qui n'existait pas en 2014 aux dernières élections municipales, je le rappelle encore. Et les échecs, les bons moments, parce qu'il y a eu aussi des bons moments, des élus qui sont dans certaines collectivités, doivent servir à la République En Marche pour rebondir, pour savoir quels écueils éviter aux prochaines échéances. Alors vous n'êtes plus vice-président du Sénat après 3 ans passés à avoir plus de responsabilités. C'était un choix de votre part de ne pas vous représenter. Vous êtes donc redevenu sénateur. Vous avez récupéré votre liberté de parole alors. Alors, j'ai toujours été sénateur, même pendant cette période de 3 années d'une expérience formidable. En fait, mes fonctions de vice-président du Sénat venaient s'ajouter à mes fonctions de sénateur de Mayotte. Et je l'ai toujours expliqué, c'était des fonctions pour contribuer à faire fonctionner cette chambre haute, le Sénat, cette chambre qui fait partie des organes de la République. Et c'est ça qui a été cette fierté. Pendant ce temps-là, j'ai continué à assumer mes responsabilités d'élu national, de représentant des collectivités de Mayotte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière, en 2019, dans les classements des parlementaires, j'ai eu l'honneur de figurer parmi les 30 premiers et sur le critère de l'implication parmi les 11 premiers. Ça, ce n'était pas en tant que vice-président du Sénat, c'était mon implication en tant que sénateur de Mayotte. Donc ces fonctions n'ont rien changé par rapport au travail de parlementaire.
La délinquance fait un peu rage en ce moment à Mayotte. Beaucoup font le lien entre délinquance, immigration clandestine, etc. Vous avez été le père d'un amendement sur le droit du sol. Quel regard aujourd'hui vous portez sur les premiers résultats, parce que c'est pas non plus très ancien, donc quel regard vous portez aujourd'hui sur les résultats de cet amendement sur le droit du sol? À Mayotte, ça fait depuis des années que le lien est fait entre délinquance et immigration clandestine. Je dis bien immigration clandestine, tout à fait. pas immigration de façon générale. Vous évoquez cet amendement sur le droit de la nationalité. Et comme je l'ai dit depuis le départ, ce n'est pas tout de suite que nous verrons les effets de ces amendements qui ont pour vocation, en fait, d'arrêter que trop de personnes puissent quasi automatiquement acquérir la nationalité française. Avec ces amendements, si on fait des calculs et des recoupements, en fait, la moitié des naissances de Mayotte ne devraient plus bénéficier de ce qu'on appelle le droit du sol. Automatique, c'est-à-dire le fait qu'on devienne français à 18 ans, en fait. Voilà. Le fait d'être né de deux parents en situation irrégulière, eh bien, ne pourra plus être une raison pour avoir la nationalité française, le seul fait d'être né sur le sol français. Or, selon les statistiques de l'INSEE, 45% des naissances sont le fait de deux parents en situation irrégulière. Si vous ajoutez 5%, 10%, 15% de fraude documentaire, c'est-à-dire d'enfants à qui on attribue faussement un parent français, eh bien, c'est ce qui m'amène à dire que, à terme, ça sera 50%, plus certainement, des naissances qui ne se verront plus attribuer quasi automatiquement la nationalité française. Il faut attendre 18 ans. Enfin, maintenant 16 encore. Alors, il ne faut pas attendre jusque-là. Dès à présent, ce qui n'a pas réglé ces amendements, et moi je n'ai jamais prétendu avoir réglé cela, dès à présent, il faut très rapidement voir qu'est-ce qu'on fait d'abord de toutes les naissances qui ont eu lieu à Mayotte, de ces enfants qui ont grandi et qui n'auront jamais la nationalité française, et puis par rapport à ces amendements, que vont devenir ces enfants qui n'auront jamais la nationalité française. Ça, on ne s'en est pas occupé. Et c'est un problème entier. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont contre ces amendements et qui disent que ces enfants vont devenir des apatrides. Non, ils ne vont pas devenir des apatrides parce que ce sont des enfants nés de parents bien identifiés. Exactement. Donc, ils vont adopter la nationalité de ces parents-là. Notamment de la mère. Vous avez pris la parole récemment pour parler le fameux toilettage institutionnel dont on parle à Mayotte depuis fort longtemps, et puis à quelques mois de l'anniversaire de la départementalisation, ça prend aussi du sens. Vous avez plaidé pour changer le statut de Mayotte pour en faire un département-région. Le député Mansour Kamardine n'est pas du tout en face avec votre vision. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous regardent pour qu'ils comprennent un peu c'est un peu flou en fait pour les gens en fait. Tout à fait, c'est flou et le flou est depuis l'origine, depuis 2011 où nous n'avons pas hérité que d'un département, mais d'un département qui exerce les compétences dévolues à la fois au département d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. Moi, je n'ai jamais prétendu vouloir changer le statut, parce que pour changer le statut de Mayotte, il faudrait un référendum. Ce que j'ai demandé, ce que le président Sobahadine demande, ce que l'ancien président du Conseil général, Daniel Zaïdani, demande, c'est d'éclaircir les choses et de faire en sorte que ce qu'il y a marqué sur le papier, que Mayotte est un département-région, soit respecté dans les faits et que, par exemple, sur le volet régional, les dotations automatiques par habitant qui sont dévolues à chaque région reviennent à Mayotte. Et pourquoi on ne les a pas ? Eh bien parce que nous avons un département qui exerce les compétences d'une région, mais pour les compétences régionales,
l'État, depuis 2011, ne prévoit pas de dotation automatique. Il a fallu, mais parce que c'est comme ça que c'est fait depuis 2011. Et c'est pour ça que l'idée de toilettage, pour reprendre l'expression du président Sobadine, ou d'éclaircissement institutionnel, ce sont les termes que j'emploie, est sur la table pour demander à l'État d'être clair. D'être clair. Alors, le député Kamardine n'est pas en phase avec ça. C'est un peu tard, parce que le président Sobadine nous avait remis au cadre parlementaire les travaux de toilettage il y a 3 ans. À l'intérieur duquel ça figurait déjà, je crois. Mais bien sûr. Donc attendre 3 ans pour venir dire qu'il n'est pas d'accord avec le président du conseil départemental qui, au passage, est du même parti politique que lui. Je trouve ça un peu dommage. Ce que je trouve dommage également, c'est que pour expliquer sa position contraire, le député Kamardine donne l'exemple de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Qui ne sont pas des départements. Qui ne sont ni départements ni régions d'outre-mer. Donc, je respecte l'avis contraire. Mais moi, lorsque j'ai accepté de porter ces travaux, c'est parce que j'avais trouvé ce que demandait le conseil départemental, comme ce qu'avait demandé le président Daniel Zaïdani en 2014, je trouve ça pertinent. Est-ce à dire que jusqu'à la fin de votre mandat, alors peut-être qu'il en préfigurera un suivant derrière, mais en tout cas sur les années de mandat qu'il vous reste, est-ce que ça va être un cheval de bataille pour vous et pour Mayotte ? Ça restera d'autant plus un cheval de bataille que les conseillers départementaux vont continuer à demander cet éclaircissement institutionnel. Le Sénat, le sénateur que je suis, représente les collectivités. Bien sûr. Moi, à aucun moment, et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, à aucun moment, je n'ai porté un projet personnel, une ambition personnelle. En 2014, c'était le président Zaïdani qui avait saisi les parlementaires pour modifier le mode de scrutin et pour augmenter le nombre d'élus. Je me suis emparé de la demande et transformé ça en proposition de loi. Le président Sobadine avait fait partie de ceux qui avaient fait capoter le projet. Il est revenu pas rancunier, et moi non plus, il est revenu et a proposé le projet de toilettage institutionnel. Je m'en suis emparé. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. 3 ans après, le député Kamardine dit qu'il n'est pas d'accord. Si on doit remettre ces travaux sur la table, et je pense qu'on n'a pas le choix, parce que seule une région avec les dotations financières qui vont avec, est en mesure de porter les projets structurants comme la route du littoral à La Réunion, comme la route des Tamarins à La Réunion, comme les grands projets dans n'importe quel autre territoire. Donc, arrêtons de nous tirer une balle dans le pied à Mayotte en n'allant pas jusqu'au bout de ce que les Mahorais ont accepté à plus de 95% en 2009, à savoir un département qui exerce non seulement les compétences dévolues au département, mais également les compétences dévolues aux régions d'outre-mer. Monsieur le sénateur, cette émission touche à sa fin. Déjà. Et oui. Est-ce qu'on pourra venir vous revoir dans pas longtemps pour parler départementalisation, puisque ça va être un anniversaire important pour nous ? Revenez quand vous voulez. Encore une fois, vous êtes ici chez vous. C'est le Sénat des Mahoraises et des Mahorais aussi. Et ça serait avec plaisir que je vous accueillerai à nouveau pour parler d'autres sujets qui intéressent notre belle collectivité. Merci beaucoup. À bientôt. Maraba, Kwair. À très vite pour un prochain numéro de l'heure politique.